Bienvenue dans cette première émission de Y'a que la politique qui compte. Une émission originale, différente, qui va, on l'espère, vous faire aimer la politique. Sans plus attendre, on commence avec l'actualité de la semaine. Dans la rubrique économie, on a la fin des découvertes bancaires automatiques. La mesure entrera en vigueur en novembre 2026. Désormais, les banques devront vérifier la solvabilité de leurs clients avant d'autoriser un découvert. Une révolution pour des millions de Français. Point de vue politique, budget 2026, faut-il davantage taxer les multinationales et les GAFA? En première lecture, les députés ont approuvé à une large majorité un amendement de la France Insoumise et un autre du groupe Renaissance. Ces deux mesures pourraient rapporter plus de 20 milliards d'euros à l'État, mais elles ont peu de chances de passer l'étape du Sénat. Point de vue international, la fin du cessez-le-feu à Gaza. Après de nouvelles frappes israéliennes ce mercredi, le cessez-le-feu reste fragile. La communauté internationale appelle à la désescalade, mais les tensions demeurent très fortes. Justice. 2 détenus jugés pour avoir insulté Nicolas Sarkozy à son arrivée en prison. Ils ont été déférés pour être jugés en comparution immédiate. Ils sont accusés d'avoir menacé de mort l'ancien président Nicolas Sarkozy lors de sa première journée passée dans l'établissement pénitentiaire. Le garde des Sceaux indique que les détenus vont changer de prison. Logement. Son HLM gratos au bout de 20 ans. Présenté en commission des finances, un amendement proposait de transformer gratuitement les locataires de logements sociaux en propriétaires après 20 ans d'occupation. Parmi les conditions, un paiement régulier des loyers, des charges et aucun conflit de voisinage. L'amendement a été rejeté, mais son rapporteur a annoncé vouloir le défendre à nouveau lors du passage du budget à l'Assemblée. Pour la suite de notre émission, nous avons avec nous Henri Pémo, Bonjour. conseiller municipal à l'île-Saint-Denis, chef d'entreprise et quelqu'un de très impliqué dans le milieu associatif dans la ville de l'île-Saint-Denis. Tout à fait. Comment allez-vous, ça va? Très bien, et vous? Merci pour Nickel, l'invitation. nickel. Merci beaucoup. À notre droite, on a avec nous Massinissa Ossine. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. Massinissa est un entrepreneur, mais aussi très influent dans le milieu associatif Alberti Villarien, c'est ça qu'on dit, hein? Alberti Villarien. Alberti Villarien. C'est un mot qui est un peu dur à dire. Ou pas, ça dépend pour qui, mais pas forcément influent. Mais disons que je suis président d'une association de soutien au commerce de proximité. Plus exactement. Exactement. Et vous êtes également conseiller municipal à la ville d'Aubervilliers. Oui, absolument. Parfait. Donc sans plus attendre, on va commencer la phase 2 de notre émission, qui est une rubrique qui s'appelle « Normal ou pas normal ». Très bien. Donc dans la présentation globale, on va vous passer des faits d'actualité et vous devrez répondre soit par normal ou pas normal. Vous avez la possibilité d'étayer vos choix. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez expliquer pourquoi vous trouvez une chose normale ou pas normale. D'accord. Ok, c'est bon pour vous? Très bien. On commence Ça avec le marche. premier sujet. Sujet économique. La fin des découvertes bancaires automatiques. Normal, pas normal? Qui commence? Je vous Bon, vous laisse faire on le va choix. pas se battre pour un découvert, hein. Écoutez, moi je pense qu'il est normal d'encadrer ces découvertes bancaires. En revanche, il serait pas normal de ne pas l'accorder à une famille en difficulté et qui a la nécessité de faire, de faire une demande de découvert. Aujourd'hui, vous avez des familles qui arrivent à découvert en milieu de mois. Mesure normale, mais pour les personnes dans la précarité, bien sûr, prendre cette différence pour essayer de les avantager au mieux. Déjà que c'est des gens qui ne Absolument. vivent pas des situations faciles. Ok, quant à vous, monsieur Pémo? Alors moi, je vais le dire différemment, pas normal, parce que pour moi, c'est pas une priorité. La priorité, c'est d'abord d'aider les familles les plus modestes à justement avoir le bon pouvoir d'achat et le bon reste à vivre. Donc pour moi, ce n'est pas normal. Et la réalité, c'est que pour moi, cette mesure telle qu'elle est réfléchie aujourd'hui, c'est une passe décisive pour les banques. Tout simplement, quand on reprend un peu les détails, à partir d'à peu près, je crois, le montant de 200 euros, en fait, ce découvert devient potentiellement un crédit à la consommation. Exactement. Et donc, ça veut dire que ça enclenche potentiellement pour les familles les plus modestes encore plus de surendettement. Donc, évidemment, ce n'est pas normal parce qu'on prend le problème de l'autre côté pour les familles les plus modestes. Et puis, comme d'habitude, avec cette passe décisive pour les banques contrôlent les dysfonctionnements des familles modestes au lieu de les aider, mais personne contrôle les dysfonctionnements de la banque, comme d'habitude. D'accord. On va passer au point de vue politique. Normal ou pas normal? Faut-il davantage taxer les multinationales et les GAFA? Ah bah, absolument normal. Mais j'ai presque envie de vous dire aujourd'hui, les taxer davantage, les taxer tout court, parce que ils arrivent à trouver des niches fiscales et autres pour ne jamais payer d'impôts au final.
alors que ce sont les premiers collecteurs, j'ai envie de dire, Ou en payer très peu. ouais, on payait très peu, voire pas du tout. C'est quasiment ridicule par rapport à ce qu'ils gagnent. C'est de la collecte de données, c'est, ça touche des milliards d'êtres humains, ça dépasse des continents, hein. Ils sont sur tous les continents, les GAFA, et donc bien entendu qu'il faut pas plus les taxer, mais j'ai envie de dire qu'il faut véritablement les taxer. D'accord. Quant à vous, Henri, faut-il davantage taxer les multinationales et les GAFA? Alors un peu comme mon collègue, je vais dire normal. Moi, je suis pas du tout, anti-entreprise, au contraire, parce que l'entreprise, c'est ce qui crée de l'innovation, de la croissance, de la richesse et c'est ce qui emploie, des millions, d'habitants. Pour autant, la réalité, c'est que, ça s'accompagne pas de justice fiscale et donc, aujourd'hui, il n'est pas normal que, des PME françaises, paient plus d'impôts en proportion que des grandes entreprises et donc je pense que, il y a 2 sujets. Le premier sujet de justice fiscale, tout le monde doit payer, de l'impôt à la proportion de ce qu'il produit et surtout, le deuxième qui va, avec le premier, c'est que toute entreprise et notamment pour les multinationales, doit payer l'impôt là où il produit. On passe au point international. Le cessez-le-feu à Gaza, normal ou pas normal? Ah bah, non, pas normal justement. Ouais, c'est pas normal que ce soit la fin, et ce ne sera jamais normal tant qu'on continuera à compter les morts, du côté palestinien. Mais c'est une catastrophe humanitaire sans précédent et il faut vraiment que ça cesse. Quant à vous, Henri, la fin du cessez-le-feu à Gaza, normal ou pas normal? Évidemment, pas normal et je l'aurais voulu le dire autrement, mais c'était quand même, potentiellement quelque chose qu'on aurait pu imaginer parce que, les conditions dans lesquelles, le cessez-le-feu, sont arrivées avec, on va dire, cette manière un peu autoritaire et arbitraire, de Donald Trump notamment, ben, fait que cette paix ou en tout cas cette situation de paix qu'on attend, n'était pas forcément durable et viable et donc la réalité, c'est que un peu à l'image de, je vais dire, mais la politique spectacle de certains chefs, très autoritaires, on a décrété le cessez-le-feu, alors que le cessez-le-feu ne se décrète pas. Le cessez-le-feu, c'est quelque chose, que les populations doivent vivre au quotidien et on le voit très bien aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Ok, très intéressant. On a encore deux dernières questions dans cette rubrique. Partie justice. Deux détenus qui sont passés en comparution immédiate après avoir insulté Sarkozy à son arrivée à la prison de la Santé. Normal ou pas normal? Bah, j'ai envie de vous dire, pas normal de comparaître, heu, devant un juge, Quand on est déjà en prison. quand on est déjà en prison d'une part, mais si on devait mettre en prison tous ceux qui insultent, je pense qu'il y a beaucoup d'automobilistes sur Paris, qu'il faudrait enfermer. Et moi, ce que je trouve pas normal, c'est d'être jugé alors on a déjà été jugé et qu'on est déjà en prison. Mais par contre, ce qui pourrait être normal, c'est un rappel des règles, un rappel, au civisme, au sein de l'administration pénitentiaire, au sein de la prison, elle-même avec les prisonniers. Non, j'ai envie de vous dire pas normal. Non, 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 pas normal. Mais je condamne bien entendu, Les menaces, les je condamne propos. pour autant les menaces, mais eux, peut-être que enfin, c'est des mots d'oiseaux, j'ai envie de vous dire, et vous avez pas affaire à des gens, De toute façon, quand on est en prison, c'est rarement parce qu'on n'a rien fait. Donc, sauf quand exact. on est vraiment innocent, mais bon, Voilà. on reste pas longtemps généralement. En tout cas, je l'espère. Ok. Quant à vous, Henri, vous en pensez quoi? Alors pas normal, mais pas forcément sur ce que vient de dire, Massinissa. Pas normal parce que je pense que quand les gens regardent et se disent: 2 personnes, comparution immédiate pour ces mots d'oiseau, bah, ils se disent: «Mais attendez, pour plein de citoyens, pendant des mois et des années, on peut être dans des dossiers judiciaires sans jamais avoir, la fin mot du processus». Donc pour moi, pas normal parce que, rien ne justifiait cette comparution immédiate. Par contre, évidemment, des insultes, on les condamne. Des insultes de surcroît envers un président de la République, on les condamne aussi et moi je ne suis pas tout à fait d'accord, que ce soit en prison ou ailleurs, un délit reste un délit. Mais pour autant, je pense que, là, c'est l'illustration d'une justice à 2 vitesses où quand on s'en prend aux forts, bah, ça va plus vite que quand on s'en prend aux faibles et c'est là où, bah, comme, pour la justice fiscale, moi je suis pour la justice aussi sociale et ça en fait partie. Pour tout le monde, en vrai. Justice pour tous. Justice pour tous. Donc, on arrive à la dernière question de cette rubrique. Son HLM gratuit au bout de 20 ans. Normal ou pas normal? Pourquoi pas? C'est une mesure à tester. Mais après il faut pas être non plus,
comment dire? Utopiste dans le sens où, si tous ceux qui occupent un HLM, ont, bénéficient du logement gratuit, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vont demander un pour les prochaines demandes d'HLM? Ça reste quand même avant tout une mesure sociale qui doit profiter, à ceux qui ont besoin d'un logement social. Quant à vous, Henri, son HLM gratis au bout de 20 ans? Alors pour moi, pas normal, parce qu'il faut se rappeler l'essence même du HLM, l'essence au niveau philosophique et politique. Le HLM, c'est d'abord, des loyers modérés pour que, le logement soit accessible au plus grand nombre. Le plus grand nombre, ça veut dire potentiellement d'abord aider les plus modestes. Et donc, si on commence à s'engager, là-dedans, on est limite en train de dire que ce HLM, c'est un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, c'est, la manière de permettre à tous de se loger de manière digne et dans des conditions, acceptables, financièrement. Vous vous rejoignez sur plusieurs sujets et vous vous êtes assez éloigné sur d'autres sujets. Donc c'est assez intéressant, surtout pour le développement de l'émission. On va passer à la troisième rubrique, où c'est une rubrique assez simple. Ça s'appelle les candidats face à la population. On a recensé 3 à 4 questions, il y a 3 questions en tout, auprès de nos riverains et des questions qu'on va vous poser. Je, je peut-être qu'on commence par Henri cette fois-ci, vu qu'on a commencé par Comme toi, vous voulez, Massinissa, la première fois. comme vous voulez. Super la surprise. Les candidats face à la population. Première question, êtes-vous pour ou contre l'armement de la police municipale? Alors, sur ce sujet, très honnêtement, je suis modéré parce que je pense que certaines villes, comme à l'Île-Saint-Denis, la ville dans laquelle, j'aspire à être maire, il n'en a pas forcément besoin, au regard des problématiques, qu'on considère. Par contre, je pense que dans d'autres villes, notamment à Grenoble ou je pourrais en citer d'autres, à Bordeaux, je pense que la police municipale doit être armée parce que ça répond à une réalité. Pour autant, la police municipale, moi je le rappelle, c'est avant tout, en tout cas moi dans mon objectif politique, c'est avant tout de la proximité, les incivilités du quotidien. Quant à vous, Massinissa, qu'est-ce que vous pensez de là? Vous êtes pour ou contre l'armement de la police municipale? Bien, en tout cas, Aubervilliers, oui, je suis pour. Je suis pour l'armement de la police municipale parce que, lorsque vous avez un problème, j'ai envie de vous dire, je prends, allez, les 4 chemins. Vous allez envoyer une police qui n'est pas armée face à des gens qui sont, imprévisibles, qui sont, qui peuvent, surgir je ne sais quelle arme, et vous agresser. Donc pour, mais pour le dialogue surtout. Le dialogue humain. Donc pour vous, il faut de l'armement pour notre police municipale pour qu'elle soit en sécurité, mais d'abord renouer avec la population en échangeant, en dialoguant. Absolument. D'accord, nickel. On va partir sur la deuxième question. Êtes-vous pour ou contre la verbalisation des familles qui jettent leurs détritus par la fenêtre? Alors évidemment pour, parce que, tout ce qui nuit au cadre de vie, du voisinage, mais aussi de son propre, cadre de vie. Et là, pour le coup, on parle d'un délit, parce que c'est un délit. Et justement, quand je parlais, de la police de proximité, c'est tout autant de sujets, comme ça qu'ils ont à gérer, principalement. Et donc, oui, je pense que de la même manière que, mal se garer est sous le coup, d'une amende, évidemment, balancer, les détritus par la fenêtre, doit être cautionné, d'une amende. Et pour vous, Massinissa? Ah bah, moi je trouve tout à fait scandaleux de jeter ces détritus par la fenêtre. Je veux dire, c'est un non-sens. C'est un non-sens et qui est effectivement, avéré, qui est vrai, hein. Vous avez, de nombreux, endroits où vous trouvez des détritus jetés par les fenêtres. C'est un manque de civisme. Il faut rappeler, j'ai envie de dire à l'ordre, ce genre de manquement, citoyen parce que ça impacte immédiatement sur le cadre de vie, des habitants et du voisinage, hein. On va aller sur la dernière question de cette rubrique. C'est pour ou contre la cantine gratuite? Alors, si vous me demandez en tant que citoyen, humain, je dirais oui, la cantine gratuite, ça permet l'accessibilité à tout le monde. Mais la réalité, c'est que, la cantine, comme tous les services municipaux, sont le bien commun et le bien commun de toutes et tous. Donc, je pense que la pédagogie, dans ce type de dispositif est nécessaire. Quand on dit cantine gratuite, elle n'est pas gratuite. La réalité, c'est qu'on a une ville qui paye et qui dit ville qui paye, dit tous les habitants, à travers d'autres services, d'autres impôts. Pour moi, ce qui, permet d'avoir un peu plus de justice sociale et d'équité et ce qui se fait, dans pas mal de villes,
de manière différente, c'est d'avoir des prix gradués en fonction des moyens de chaque foyer. Pour vous, Massinissa? Mais la cantine gratuite, pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut être une bonne chose pour les enfants. Mais ça dépend. C'est une question qui est assez, j'ai envie de vous dire, simple, à répondre. Il faut connaître, l'état, des finances de la ville. Si vous avez les moyens, oui, faisons une cantine gratuite pour les enfants. Mais si on n'a pas les moyens, ça peut être considéré comme de la démagogie que de le promettre. Mais faire l'étude d'une cantine gratuite, pourquoi pas? Mais je ne suis pas, je ne suis pas pour, la distribution gratuite, à l'état pur, parce que ça peut être assimilé à comment on appelle ça? Vous savez, tout ce qui est gratuit peut être considéré comme du gaspillage aussi derrière. C'était la fin de la 3e rubrique, on va passer à notre 4e rubrique. On arrive dans la 4e rubrique de notre émission, c'est la question qui pique. Chacun de nos invités aura une question à poser à son interlocuteur et vice-versa. On va commencer par toi, Massinissa. Question qui pique. Alors, en 2020, vous avez été candidat pour devenir maire, de l'île Saint-Denis. En 2026, vous êtes de nouveau candidat, à l'élection municipale. Est-ce que ce n'est pas la candidature de trop? Alors, je pense que je pourrais répondre la première fois que j'aurais gagné. Donc, non, ça sera jamais trop. On dit toujours que la première défaite sert à préparer la prochaine victoire. Et donc, j'espère que 2026, ça sera l'année de la victoire. Et pourquoi c'est pas la candidature de trop? Tout d'abord parce que les habitants le demandent. Les habitants ont été assez clairs après l'élection de 2020, où même si le maire a gagné l'élection avec 45%, 55% de l'opposition, 55% de la population a voté pour l'opposition. Donc, il y a une volonté de changement. Avec le bilan du maire, ben, je pense que cette volonté de changement a été encore plus demandée par les habitants. Et donc, non, ce n'est pas la candidature de trop, c'est la bonne candidature pour la victoire et le désir de changement qui est demandé par la population. Donc, j'irai avec détermination, avec volonté et surtout avec une réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis sûrement le candidat qui rassemble le plus, autant des anciens élus de la majorité que des élus qui étaient avec moi en 2020 ou d'autres habitants qui n'étaient pas encore engagés. Donc je pense que ce rassemblement, c'est la voie de la victoire et ça sera la bonne cette fois-ci. Eh bien, je vous le souhaite. Après la question qui pique, la réponse, sucrée. Et, la réponse qui est adoucie. Bah, ça, à votre tour, Henri, du coup, de poser la question qui pique. Alors, la question qui pique, en 2020, vous avez été colistier dans la liste de la maire sortante, Karine Franclet, UDI. Et donc, je voulais savoir si vous regrettez votre choix. Ah, ah, oui, c'est une bonne question. Eh bien, je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas mon choix parce qu'en 2020, lorsque nous avons échangé avec la candidate tête de liste, Karine Franclet, elle avait le projet de changer Aubervilliers. Et ce changement, il a été et il est toujours attendu par une majorité d'Albertivillariens. Il y a un ras-le-bol, d'une forme de blocage administratif vis-à-vis, des attentes des habitants. C'est essentiellement ça le problème qui se passe aujourd'hui à Aubervilliers et depuis un certain nombre d'années. Regretter, d'avoir voulu changer la ville, non. Par contre, sans regret d'avoir quitté la majorité municipale pour laquelle je me suis engagé. Lorsque nous sommes engagés, nous sommes engagés à œuvrer pour gagner et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été chercher chaque voix, chaque habitant pour convaincre que nous pouvions effectivement changer, Aubervilliers. Sauf que lorsque nous avons été élus, la maire, qui se présentait plutôt comme, quelqu'un de centriste, a appliqué une politique de droite dure et dans l'opacité. On est bon. Ça va, hein, les questions qui piquent, elles ont été lissées par une certaine. Vous avez des compétences verbales, c'est bien. C'est parce que la plupart des gens, quand on leur pose une question de ce genre-là, ils vont bafouer, ils vont se perdre dans les réponses. Et on voit la position de chacun, en fait. Bah, moi, au- j'ai au essayé de fur et à démarrer mesure. direct pour éviter de bugger. Non, mais ton truc regret sans regret, c'était bien. Ouais.
On va passer à l'ultime et dernière rubrique de notre programme. C'est un duel entre nos deux invités. Donc, vous êtes restés courtois, on va vous passer des gants de boxe et Ah ouais, je savais pas que ça se finissait en MMA, moi. Dans cette phase finale de débat, vous devrez échanger autour de questions piochées au hasard, auxquelles il faudra répondre. Messieurs, place au débat. Ah, je vais me permettre. Allez, vas-y. Ah bah, Ah, Laïcité, mon amour. Faut-il revoir la loi de 1905 pour permettre à l'État de construire de nouveaux lieux de culte en France? bien moi je pense qu'il ne faut pas revoir cette loi. Elle est inscrite dans notre constitution, il faut la maintenir telle qu'elle est. Il n'y a pas de raison de revoir cette loi parce que, cela risquerait de créer, des disparités entre religions, entre communautés et je pense qu'il appartient avant tout, aux fidèles d'une religion de se mobiliser pour leur religion. Et que le principe de laïcité, justement, elle est de ne pas s'immiscer dans les religions, dans les affaires religieuses, parce que, déjà d'un point de vue économique, vous avez des religions qui coûtent plus cher que d'autres, d'autres moins cher. Enfin, c'est on s'immisce dans dans des principes qui n'appartiennent pas à la République. La République, elle est une et indivisible, elle est elle est pour la liberté, pourquoi pas la liberté de culte? Donc l'égalité de traitement pour tous et puis la fraternité, peu importe, sa religion. Alors pour ma part, enfin, je suis un peu dans la même philosophie. Je pense qu'on n'a pas besoin, de changer la loi de 1905, parce que, ben, comme tu l'as dit, la première des choses, c'est que ça appartient aux fidèles en premier lieu, quelle que soit la religion, de pouvoir, développer et cultiver, leur religion dans dans la communauté qui est la leur. La laïcité, c'est ce que ça permet aussi, c'est, ben, la liberté de croire ou de ne pas croire et donc je pense que la loi de 1905 aujourd'hui permet d'avoir justement la liberté, d'avoir les bons lieux qui permettent à chaque communauté, ben, de pratiquer, comme il le semble, selon les traditions et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a lieu de revenir, sur cette loi. Surprise! Bouamran, président. Bouamran, président. Le maire de Saint-Ouen. C'est à côté de chez toi. Ouais, ouais, c'est un voisin C'est un voisin quelqu'un limitrophe. que je connais parce qu'évidemment voisin donc on se connaît assez bien. Bouhamran, président. Un arabe peut-il devenir président de la République en 2027? Alors c'est moi qui réponds en Ouais, premier. pour le coup, je vais te laisser, OK, très bien. vu que tu m'as laissé l'honneur. Alors, déjà, je veux le dire parce que je n'aime pas faire, on va dire faire de la politique fiction. Donc c'est vrai que tant qu'il n'a pas candidaté, en tout cas tant qu'il n'a pas révélé sa candidature aux élections présidentielles, j'ai pas envie de faire de politique fiction. Par contre, pour répondre à la question, moi je me la pose jamais comme ça, hein. Est-ce que, un arabe peut devenir président? Est-ce qu'un arabe, si on veut le dire comme ça, mais est-ce que la personne a les compétences pour devenir président? Pour revenir à Karim Bouamran, en l'espèce, moi je dis, tout à fait, s'il se présente, dans tous les cas, c'est sûr que ça amène, une autre vision, de par son expérience, de terrain, de par son expérience dans les banlieues, mais pas que et donc dans tous les cas, par rapport au paysage, politique qu'on a aujourd'hui, c'est sûr que ce sera une voix singulière qui, je pense, est important pour le débat démocratique. Après, est-ce que, ce serait un bon candidat? Est-ce qu'il peut devenir président? Comme je l'ai dit, j'aime pas la politique fiction, mais dans tous les cas, c'est une voix singulière, par rapport à toutes les voix qu'on connaît, aujourd'hui dans l'espace des candidats qui, aspirent à cette fonction. Ouais. Alors, est-ce que Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen, peut devenir président de la République en 2027? Je pense que c'est une question qu'il faut avant tout lui poser. Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce qu'il veut être président? Mais moi, je vous dirais pourquoi pas. Ça apporterait, quelque chose de, bah, de complètement nouveau. Aujourd'hui, les Français veulent quelque chose de nouveau, mais surtout quelque chose qui marche. Et donc, les Français vont très certainement regarder le bilan de son mandat municipal, qui pourrait être, un exemple pour un futur bilan présidentiel. Bienvenue les bobos.
L'arrivée progressive des bobos parisiens est-elle une chance pour vos villes? Moi, je vais parler du cas de l'île Saint-Denis où c'est vrai qu'on a quand même, pas mal d'habitants, on va dire traditionnels, qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui, ont l'impression que beaucoup de la chose publique est plutôt, orientée vers cette population bobo, au-delà de la population traditionnelle. Et je pense que c'est justement là, le problème à l'île Saint-Denis, mais surtout le problème de beaucoup, de maires et de ces équipes, où on oublie la population traditionnelle. Et on peut le voir parce que ça s'illustre, par, le commerce, ça s'illustre aussi par les subventions aux associations qui sont parfois très différents en termes de montants, envers, certaines associations par rapport à d'autres. Et c'est pour ça que je prenais, un peu l'exemple, de la cuisine avec, des aliments un peu variés qu'il faut savoir, cuisiner pour que justement il y ait ce plat, de mixité. Dans le sens où, comme je le dis, c'est une opportunité parce que ce sont souvent, des personnes qui ont un bagage aussi, intellectuel, culturel ou même des expériences, associatives qui sont assez riches. Mais pour autant, ça devient une richesse pour toute la ville si c'est au service de tous les habitants. Alors, je pioche. De Knafo à Reteio. L'union des droites est-elle une solution pour conquérir le pouvoir? Bah, malheureusement, alors, est-ce que cette union de la droite et cette extrême droitisation, heu est une manière de conquérir, le pouvoir et est-ce que cela fonctionne? Faut croire que faut croire que cela peut fonctionner. On n'a pas encore le résultat parce que l'extrême droite n'est pas passée au pouvoir. Heu, mmh, alors on a un Retailleau, au gouvernement, enfin on l'a eu, hein, on l'a eu un moment, mais aujourd'hui avec, avec la montée des extrêmes, j'ai envie de dire que c'est, j'ai envie de dire que ça peut malheureusement, marcher, si, sauf si nous avons, une politique, en face, qui démontre que, ce n'est pas le rejet de l'autre, qui permettra de faire avancer, notre pays. Bah, j'ai envie de dire malheureusement, c'est l'histoire, politique qui se répète. Pour qui, se rappelle de l'élection de Nicolas Sarkozy, finalement Nicolas Sarkozy pour gagner son élection, présidentielle, il est parti chercher sur sa droite. Notamment on se rappelle, ses grosses phrases avec le Karcher et tant d'autres, quand il était ministère de l'intérieur. Et finalement Retailleau fait exactement la même chose. La stratégie de la droite est souvent la même. Pour aller élargir son électorat, il va chercher sur sa droite extrême, pour ne pas dire son extrême droite. Et en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est l'extrême droite qui est dominante. Et là où avant, on pouvait se dire qu'il y avait quand même un idéal cherché, par la droite avec, travailler plus, gagner plus, aujourd'hui, parce que l'extrême droite est la plus dominante, ben, le seul récit et la seule créativité de cette, droite qui veut droitiser extrêmement, c'est l'immigré. L'immigration, à droite, il y a toujours eu ce sujet, sauf que c'était pas la dominante et la principale dominante. Il y avait un autre narratif. Et là, la difficulté, c'est que les extrêmes sont tellement forts, notamment avec, Marine Le Pen, qu'on est obligé de taper toujours sur l'immigré. Casse du siècle au Louvre. Le 93 une nouvelle fois pointé du doigt par les politiques et les médias. Est-ce justifié? Bah, là, je vais répondre. Je suis prioritairement concerné il paraîtrait que 2 suspects, des casseurs, du casse du Louvre seraient originaires d'Aubervilliers. Bon, alors moi, je trouve bien dommage que l'on qualifie l'origine de la ville de ces individus, ou leur origine ethnique, hein, parce qu'on s'est empressé de dire que l'un était d'Algérie et un autre était du Mali. Mais ça reste pourquoi parler des pays étrangers? Pourquoi parler de la ville? Il s'agit avant tout de 2 individus, j'ai envie de vous dire de 2 criminels. Ce sont des criminels parce qu'ils ont porté atteinte à la France en touchant au Louvre. Ils ont porté atteinte à l'image de la France, mais pourquoi associer,
la ville d'Aubervilliers. Qu'est-ce qu'ils font d'eux qu'ils sont d'Aubervilliers? C'est parce qu'ils ont dormi, dans l'asile ou ils ont pris leur petit déjeuner le matin sur place qui font que ça y est, c'est Aubervilliers? Aubervilliers, ce sont ces gens-là? Non. Moi, je suis militant, je suis un militant associatif. Depuis plus de 25 ans, je milite pour une autre image de la banlieue. Une image, pour changer cette image en tout cas, avoir une image, qui est beaucoup plus réaliste déjà, à savoir une France qui se lève tôt, qui travaille dur et qui participe à l'économie, nationale. Bah, moi évidemment, parce que enfin je condamne à la fois, l'acte, du casse du Louvre, mais je condamne aussi la manière dont, c'est narré par les médias puisque, comme tu as pu le dire, de toute façon, heu, des braqueurs, des voleurs, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, ce sont avant tout des personnes qui ont été auteurs de délits. Donc j'en fais pas l'alpha et l'oméga parce que malheureusement, c'est le jeu des médias. Les médias préfèrent dire, 93, c'est plus vendeur, alors que c'est pas du tout ce qui caractérise, notre département. Il est tellement, plein de talents intellectuels, culturels, sportifs, que c'est pas du tout à l'image de notre département, heureusement. Et en plus, je pense que ceux qui en souffrent le plus, comme d'habitude, ce sont les personnes du département qui se lèvent tous les matins, qui, sont bénévoles et qui, tous les jours, œuvrent, pour l'intérêt général et Dieu sait combien, il y a d'associations, sur nos territoires et puis surtout, finalement ce casse, c'est aussi le casse de la France et je rappelle qu'il y a énormément, si ce n'est tout le monde qui se sent concerné par ce casse. Qu'est-ce qui vous oppose? Ce qui nous oppose, c'est tout d'abord qu'il a été, dans une liste, d'une maire de droite et je n'aurais pas été, sur cette liste. Donc ça, je pense que c'est la première opposition, sur laquelle je peux parler. Ensuite, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord, justice sociale, justice fiscale, aussi sur, la nécessité de mixité sociale. Maintenant, la réalité, c'est que j'attends de voir ton projet pour Aubervilliers, avant de pouvoir clarifier les choses. Mais c'est sûr que dès le départ, et parce que je suis quelqu'un sans étiquette et qui a tout fondé sur, l'aventure citoyenne de personnes de tout horizon, dès le départ, la case de démarrage fait que on s'oppose. Mais peut-être qu'avec les projets, on reviendra l'un vers l'autre, je sais pas. Bon, eh bien, ce qui nous oppose, c'est de c'est de penser que j'étais sur une liste, de droite et que ça n'a pas été une bonne chose. Moi, j'ai, bon, moi, j'ai grandi avec les communistes, toute ma jeunesse. Franchement, je trouve qu'on s'est pas mal fait balader. Donc, à un moment donné, on veut essayer autre chose que, le 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 parti unique, j'ai envie de dire, hein. Et pour ma part, essayer autre chose, ce n'est pas d'aller à droite, c'est d'exprimer ses idées. Et en 2020, lorsqu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est présenté face aux communistes, le parti unique quelque part, eh bien, parce qu'à gauche, lorsqu'on dit gauche, on pense communiste sur notre territoire, que ce soit Aubervilliers ou la ville de Saint-Denis où j'ai grandi. Parce que à la base, moi, vous savez, moi j'ai grandi rue du Landy, hein, mais côté Saint-Denis. Puis après j'ai basculé côté Aubervilliers depuis un peu plus de 10 ans. Mais, i ce n'est pas faute que de chercher à changer l'image de son territoire et ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Bah, c'est sur la fin, je suis d'accord et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours porté Et je vais un poursuivre. projet citoyen. Mais non, mais juste une question, parce que c'est une question sur la suite. J'entends, ce qui a été dit, mais tout à l'heure, plutôt dans l'émission, heu, l'une des raisons pour laquelle vous avez quitté, la majorité, c'est parce que, était réalisée une politique de droite dure. Donc, vous voyez bien que dans la manière de dire, quand bien même on n'est pas d'un camp ou dans un autre, il y a quand même des orientations qui amènent à une certaine dureté envers la population, que ce soit d'Aubervilliers ou ailleurs. Et donc c'est pour ça que je dis, ce qui nous oppose, c'est que cette orientation dure, on peut l'appeler de droite ou ailleurs, ben, c'est pas celle à laquelle j'aspire et c'est celle à laquelle je ne me suis jamais inscrit. D'où mon opposition, Ouais, au mais démarrage. ce qu'il faut comprendre, c'était,
c'est que la liste dans laquelle je me suis inscrit est avant tout une liste de rassemblement qui s'est plutôt présentée comme étant centriste, hein, et puis du centre jusque la droite. Mais à travers le centre et la droite, il y avait aussi la notion de citoyen, de non étiqueté. Et moi, je m'y suis inscrit sur cette liste en tant que non étiqueté, en tant que citoyen, et non en tant que parti politique. En fait, pourquoi, je disais que j'étais, en opposition en tout cas sur, la case départ? Parce que, on a quand même vu, dans la liste, en 2020 qu'il y avait, une personne qui était adhérente ou en tout cas soutien RN et c'est là où je disais qu'il y a certaines dominantes que moi je ne peux pas dépasser parce que autant, dans un projet citoyen et c'est ce que je porte, à l'île Saint-Denis, je peux me retrouver avec des personnes de tout horizon qui se retrouvent dans un projet local, autant une personne du RN, je sais que c'est impossible, impossible. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui votent RN et qui se disent ancrés à gauche, hein, et croyez-moi, c'est de plus en plus le cas. Alors moi je parle Il y pas a des électeurs, Ouais, je parle des mais il y a aussi personnes des qui sont politiquement, oui, mais il y a aussi des étiquetées RN. il y a aussi des militants par rapport à ça, mais au-delà de cette question, cette responsabilité relève de la mère elle-même parce que c'est elle qui prend les gens sur sa liste. C'est elle qui sait d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est une trahison de la mère que d'avoir une personne, avec une sensibilité d'extrême droite. Ça veut dire qu'il partage des valeurs. Moi, j'ai pas de problème avec les partis. L'extrême droite, j'ai un problème avec le parti de l'extrême droite parce qu'il partage des valeurs, qui relèvent plus de la haine. Et ils relèvent de la haine et de la manipulation de leurs électeurs. Pourquoi combattre une majorité dont vous récupérez une partie heu, de leur propre, comment dire? De leur propre groupe, quoi? C'est-à-dire que vous combattez une majorité en disant: «Bah, elle est pas bien, c'est pas bien ce qu'ils font», mais en même temps, vous acceptez les élus qui viennent de leur ma de chez eux. Si j'ai bien compris, il y en a qui vous ont rejoint, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Bon, pour ne pas citer ou vous pouvez peut-être les citer, mais en tout cas, peu importe, mais po que comment se fait-il que vous acceptez des personnes issues de la majorité que vous combattez actuellement et qui vous rejoignent? Il y a pas une histoire d'étiquette encore là-dessus ou? Alors, pas du tout et je pense que, vous pourrez le comprendre puisque ça a été vous aussi l'une de vos situations. Vous avez quitté une majorité, vous savez très bien qu'en tant qu'adjoint ou conseiller municipal d'une Sauf que moi, je n'ai majorité. pas de problème avec les étiquettes. Mais vous, vous parliez de Ah non, non, valeurs et non, de mais ils étaient aussi sur une liste, citoyenne. Mais au-delà de ça, en fait, je vais le dire, très tranquillement, je pense qu'il est plus facile de rester dans une majorité, même quand on n'est pas d'accord, que d'en sortir. Donc c'est un acte, aussi courageux de sortir d'une majorité où, on est, maire adjoint ou conseiller municipal et vous le savez, parce que vous êtes en désaccord avec votre maire. Donc ça, c'est quelque chose, qu'il faut leur donner, ce courage. Le courage de faire juste, en conformité avec ses convictions et ses valeurs. Ensuite, les choses se sont faites, finalement naturellement, parce que ce sont des élus de la majorité qui s'inscrivent dans une vision de rassemblement, d'intérêt général et qui entendent en fait, les colères et les demandes des habitants. Et donc c'est naturellement qu'on s'est, qu'on a commencé à travailler ensemble, tout simplement parce que c'est ce que les habitants demandent. Et je le dis toujours, la démocratie, c'est la parole au peuple. Et donc, la première des choses qu'on a faites, c'est d'écouter, le peuple et c'est de se rassembler pour porter le projet qui permettra de gagner et changer, l'île Saint-Denis en 2026. Donc oui, je le redis, très tranquillement, c'était plus facile pour eux de rester, dans une majorité que d'en sortir et qu'est-ce et qui oui, mais alors quelle est la différence entre une liste citoyenne et une liste citoyenne? Si on doit parler de positionnement politique, vous avez les mêmes positionnements politiques alors? pas du tout. Déjà, vous avez un maire qui, a pris, par opportunité, l'étiquette verte et qui est, plutôt vert insoumis que, qu'autre chose. Au-delà de ça, la réalité, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Heu, il y a un sujet d'insécurité à l'île Saint-Denis. Il y a un sujet d'attractivité, en tout cas de manque d'attractivité, concernant la vie économique et les commerces. On a aussi un problème concernant les écoles. On a un problème concernant la mixité sociale. On en parlait tout à l'heure, justement dans,
l'arrivée de nouveaux habitants et donc de faire corps dans ce vivre ensemble qui est nécessaire aujourd'hui. Et donc, déjà, on ne parle pas de tous ces sujets de la même manière et surtout, de notre côté, on se cache pas, on se voile pas, la face. Depuis 10 ou 15 ans, on a vu, d'autres villes comme Saint-Ouen, comme Épinay, comme les villes, de l'autre côté, du département des Hauts-de-Seine qui se sont développées et nous sommes peut-être la seule ville qui n'a pas eu, ce même dynamisme et ça, c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui avec, l'ensemble, des élus et des citoyens, qui m'ont rejoint. Un travail sur un projet qui est co-construit avec des habitants et qui permettra demain de bâtir une île dynamique et sûre et surtout l'une des villes les plus attractives du département et de la région parce que je le rappelle quand même, l'île Saint-Denis, c'est quand même un joyau, assez particulier, sur notre département. Une île à quelques minutes de Paris et surtout, située entre cœur, qui fait le lien entre 2 départements et donc cette île, elle a le droit d'être, aussi attractive que le potentiel qu'elle a et c'est ce qu'on va faire en 2026 avec, tous ceux qui m'ont rejoint depuis le début de l'aventure. Voilà, c'est la fin de cette émission, riche en échanges et en débats passionnés. Un grand merci à nos invités du jour d'avoir joué le jeu et d'avoir, comme on le dit, mouillé la chemise. Si vous aussi vous êtes engagé, si vous avez des idées, des convictions et que pour vous, il n'y a que la politique qui compte, alors rejoignez-nous. Pour participer à l'émission, contactez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, la politique, ça se joue aussi ici. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. À la prochaine pour un nouvel épisode de Y'a que la politique qui compte.